Il faisait encore nuit lorsque les premières presses commencèrent à frémir dans l'atelier du courrier de la vallée. L'endroit s'ouvrait sur une cour pavée où l'humidité de la nuit s'était déposée en une pellicule brillante. La cheminée tirait mal par temps froid et renvoyait de temps à autre dans la salle un souffle acide mêlant poussière de charbon et odeur d'encre fraîche. Les tables de composition attendaient, rangées en équerre autour du marbre, les cases de caractères alignés comme des tiroirs d'orgue, et au-dessus les fioles d'huile, les chiffons, les pinces, les lingots de plomb qui servaient de cale. Les hommes qui se chargeaient du montage s'installaient en silence, enveloppés chacun dans leur tablier usé. On distinguait le cliquet discret des composteurs, la petite musique de la fonte manipulée lettre par lettre, puis le bruit plus lourd quand on assemblait une galée au complet et qu'on la serrait dans la forme avec le coin de bois et la clé. La routine avait le poids rassurant d'un rite, et depuis plus de 30 ans, elle s'accomplissait ici, tous les matins avant l'aube, de manière si régulière que les cloches de l'église finissaient par sonner sur la pulsation des cylindres. La ville s'était habituée à ce souffle. On reconnaissait au loin le moment où la première feuille passait sous la presse, quand l'encre humide respirait et libérait sa lourde senteur métallique. Les charrettes attelées arrivant dans la cour, l'entrechoquement des roues cerclées de fer sur les pavés, puis les ballots ficelés qu'on chargeait au pas, tout formait une partition qui marquait le début de la journée. En 1908, l'électricité n'était pas encore partout, et dans cette rue excentrée, on éclairait encore au gaz. La flamme vacillante accentuait le halo des vitres embuées. Les paquets sortaient par dizaines, destinés aux kiosques, aux cafés, aux auberges, à la poste. Le courrier de la vallée n'était pas un grand quotidien, seulement un journal local solide et respecté, qui donnait la météo, les annonces, les adjudications, les comptes rendus de séances municipales, et, chaque matin, la rubrique des naissances et des morts. Un matin de février, alors que la vapeur qui montait des machines s'épaississait en nuages, une feuille d'épreuve attendait déjà sur le marbre quand on alluma la grande lampe suspendue. Elle n'était pas là lors de la fermeture la veille. Personne ne se souvenait l'avoir tirée. Le papier portait la typographie du journal, avec ses filets discrets, sa graisse régulière, sa composition ordinaire, et cette feuille avait surtout un détail déconcertant. La date imprimée n'était pas celle du jour, mais celle du lendemain. Cela pouvait arriver, puisqu'on préparait parfois les rubriquages la veille pour gagner du temps. Pourtant, elle contenait un avis de décès complet, au contour trop précis pour n'être qu'un essai. Le nom mentionné n'était pas celui d'une personne éloignée ni d'un inconnu, mais celui d'un marchand de draps très connu en ville. On sentit planer dans l'atelier une retenue, ce léger recul instinctif devant ce qui n'a pas d'explication immédiate. Le papier fut mis de côté et l'on reprit le travail. Les presses tournèrent, les feuilles s'empilèrent, la charrette repartit dans l'aube gris bleutée. On apprit dans la matinée que le marchand de draps avait été retrouvé mort, chez lui, sans lutte apparente, comme si la vie s'était détachée en douceur. L'heure supposée du décès coïncidait étrangement avec le moment précis où l'épreuve datée du lendemain avait été découverte sur le marbre. On invoqua la coïncidence. On se garda bien d'en parler trop fort. Il arrive que le hasard superpose deux événements sans lien, se dit-on, et la journée reprit son cours. Quelques jours passèrent et une autre feuille, surgit de nulle part, apparut au même endroit, avec la même anomalie. Datée du lendemain, elle prévenait d'une mort qui n'avait pas encore eu lieu. L'atelier la contempla avec une méfiance plus nette, comme si l'objet avait pris une densité différente. Cette fois-ci, le papier était encore tiède, légèrement gondolé, l'encre très fraîche qui poissait au toucher. L'impression qu'il venait d'être tiré, non par les mains qu'on connaissait, mais par autre chose qui se servait de la machine sans laisser de traces. À nouveau, la prédiction se réalisa le jour même, presque heure pour heure. Cette seconde concordance érailla la routine. Les hommes évitèrent désormais de rester seuls près du cylindre. Le montage des formes se fit plus lent, les regards plus fréquents vers la porte arrière, comme si quelqu'un pouvait entrer sans bruit, déposer une page, repartir. La direction tenta des explications sages. Peut-être avait-on glissé dans la pile une feuille fugitive lors d'un tirage d'essai. Peut-être un employé avait-il voulu anticiper la rédaction d'une nécrologie. On vérifia les cahiers de composition, les notes, les agendas. Rien. L'atelier entier, par souci d'ordre, décida d'ignorer simplement la chose. La presse avait besoin de stabilité. Une fois la première page bouclée, personne ne parlait plus de cette matière noire qui sentait le métal et la pluie. Mais les feuilles continuèrent d'apparaître. Elles arrivaient juste avant les premières rotations majeures, souvent au moment exact où l'aube blanchissait les vitres. Le même rituel se reproduisait, une page complète, parfaitement maquettée, avec les caractères en place, la rubrique nette, la composition sans coquille. On ne retrouvait jamais la forme typographique d'où elle aurait pu venir. La page semblait se composer seule quelque part et se matérialiser toute faite là où on ne l'attendait pas. Lorsque l'on osa superposer ces feuillets au calque, on constata qu'aucun espacement, aucun filet ne différait du style du journal, comme si une main invisible avait intégré tous les usages de la maison, jusqu'à ses petites manies de mise en page. La ville, d'abord indifférente, prête à l'oreille.
Les cafés commencèrent à murmurer que les presses lisaient la journée à venir. Les plus superstitieux s'éloignèrent des employés du courrier, persuadés que quelque chose en eux magnétisait la mort. Des kiosquiers remarquèrent une hésitation nouvelle chez leurs clients quand ces derniers effleuraient le papier. On vit des lecteurs, après avoir tourné la dernière page, regarder leurs mains, comme si l'encre pouvait laisser autre chose qu'une trace noire, quelque chose d'invisible dont on n'oserait pas parler. Le rédacteur en chef, homme méticuleux, se mit à tenir un carnet où il consignait l'heure exacte des apparitions, la température dans l'atelier, l'humidité, la couleur de l'encre, la tension de la courroie principale, jusqu'à la vigueur du tirage. Les notes du début avaient une précision presque scientifique. Elles se chargeaient d'une inquiétude sourde, mais restaient sobres. Un matin, une feuille annonça la mort d'un enfant d'une dizaine d'années, fils d'un boulanger du centre. La page portait la date du lendemain, comme d'habitude. Elle se trouvait déjà posée lorsque l'on entra, et l'on dit plus tard que le papier exhalait une odeur plus forte, comme si le plomb en avait accentué le goût métallique. L'enfant mourut dans la journée, renversé par une calèche lors d'une livraison hâtive. Le quartier fut frappé par une stupeur lourde, différente de celle qui accompagne la fatalité. Un silence tomba sur les étals, aux halles, on vendit plus vite, sans bavardage. Dans l'après-midi, des mères passèrent devant la façade du journal sans ralentir, le regard droit devant, avec ces gestes brusques qui cachent plus qu'ils ne protègent. Dès lors, tout se rigidifia. L'équipe décida d'imprimer à midi pour briser le rituel. La machine refusa d'abord de se lancer, comme si la courroie patinait dans le vide, puis tint quelques pages avant de faire un bruit de ferraille et de bloquer. On remit le tirage au crépuscule, les rouleaux tournèrent un peu, puis s'arrêtèrent. Le lendemain, à l'aube, tout fonctionna à merveille, et la feuille prédite était déjà là, posée avec son exactitude obsédante. On changea la graisse de l'encre, on modifia la pression, on remplaça les cales. On ferma à clé, on scella la porte, on fit monter une grille supplémentaire sur la cour. Chaque fois, au premier pas dans l'atelier, la page attendait, toujours au même endroit, avec la même propreté, la même typographie, la même ponctuation des choses définitives. Les autorités finirent par s'en mêler. Les gendarmes traversaient la salle en botte, notaient tout, pesaient, regardaient sous les tables, vérifiaient les serrures, se postaient dans la rue et faisaient des rondes la nuit. On plaça des scellés, on fit venir un mécanicien d'une fabrique de Lille pour démonter et remonter la presse. Aucune anomalie. Les hommes en uniforme repartirent convaincus que tout allait s'arrêter. Le lendemain, on trouva non pas une, mais 2 pages, la seconde annonçant la mort d'un notable dont la santé, disait-on, était sans histoire. Il succomba d'une atteinte brutale avant le soir. Au fil des semaines, la ville perdit son équilibre. Les marchands de journaux virent leurs ventes s'effondrer. Les familles refusaient d'avoir le papier chez elles, de peur d'y trouver un nom aimé. On commença à voir circuler des feuilles isolées, glissées sous des portes, déposées sur des bancs publics, coincées derrière un volet, comme si le journal se dispersait hors de lui-même. Il arrivait qu'un exemplaire du courrier, jamais imprimé officiellement, attende sur le comptoir d'un café avant l'ouverture. Les garçons de salle disaient qu'ils ne l'avaient pas vu apparaître. Il était là, simplement, comme un objet posé par la nuit. Une collection de ces feuilles se constitua malgré la consigne tacite de destruction. Certains les gardaient dans un tiroir, pour voir s'ils se tromperaient un jour. Cela n'arriva pas. Les textes frappaient par leur sobriété. Ils ne jouaient pas avec l'émotion, ils constataient, sans fioriture, et cette neutralité rendait la coïncidence encore plus insoutenable. Le calendrier des morts s'exprima, semaine après semaine, avec la froideur d'un registre impeccable. À l'imprimerie, la discipline devint obsession. On nettoyait au blanc d'Espagne, on changeait les linges, on lustrait les cylindres. Les compositeurs rangeaient les casses mieux qu'à l'ordinaire, comme si le moindre désordre pouvait attirer la chose. Les gestes se ritualisèrent, les mains devinrent encore plus précises, chaque justification de paragraphe s'alignait à la perfection. L'atelier prenait l'aspect d'un laboratoire. Le rédacteur en chef, lui, ne dormait plus. Ses carnets, au fil des semaines, quittèrent le terrain des faits pour glisser vers des images. Il y notait que l'aube, en touchant les vitres, semblait tirer du papier quelque chose que l'on n'avait pas écrit encore. Il croyait percevoir que la lumière, en franchissant la vitre, déposait sur la page une intention déjà pleine, comme si le jour savait avant nous. Il se corrigeait aussitôt, essayait de revenir à une langue sèche, se perdait de nouveau dans une formulation troublée. Au marché, on cessa de dire bonjour aux employés du courrier. Les enfants à la sortie de l'école se défiaient de passer devant l'enseigne. On entendit des histoires sur des facteurs qui auraient trouvé, dans leur sacoche, des exemplaires qu'ils n'avaient pas pris au dépôt. Ils finissaient par glisser ces feuilles sous les portes pour s'en débarrasser, comme on se défait d'un objet brûlant. Dans les semaines de mai et juin, l'odeur d'encre sembla changer de nature, plus âcre, comme si la chimie s'était elle-même décalée. Les chiffres, eux, demeuraient têtus. En moyenne, 1 à 2 avis par semaine, parfois 3,
rarement davantage, toujours daté de la veille. Jamais de rectificatif. Jamais d'hésitation. Les morts semblaient répondre avec exactitude à la liste dressée quelque part avant eux. Les rares tentatives d'annulation se perdirent en explications fumeuses. On soupçonna un membre de l'équipe d'avoir de la rancœur, on imagina des manipulations, on parla de plaisanteries de mauvais goût. Rien ne tenait. Les familles atteintes, elles, n'avaient pas de théorie, seulement ce silence compact des jours où le monde change de texture. La municipalité, après des hésitations, ordonna la fermeture temporaire de l'atelier. Les scellés furent placés sur toutes les issues. Les presses furent démontées en partie, et l'on chargea les fûts dans un camion à destination d'un atelier de contrôle. La veille de ce départ, un numéro complet fut retrouvé dans la boîte aux lettres de la mairie. La date imprimée était celle du lendemain. L'article principal occupait toute la largeur de la première colonne et annonçait la mort du maire. À la lecture, un souffle traversa le couloir de l'hôtel de ville, fait d'agacement, d'ironie, de peur. Le lendemain, le maire mourut sur son seuil, victime d'une crise brutale. Le médecin déclara ce qu'il devait déclarer. La rumeur cessa, un instant, de rouler, elle s'immobilisa, lourde, puis repartit avec une puissance démultipliée. Les scellés se firent alors plus nombreux. On plaça un planton devant la porte du courrier nuit et jour. On enchaîna la grille intérieure. On colla des bandes de papier sur les montants et sur les vitres, dont on tamponna la cire. L'atelier, transformé en espace clos, prit l'apparence d'un lieu de culte interdit. Les hommes qui avaient travaillé là ne savaient plus où mettre leurs mains. Ils s'épuisaient en rond, les gestes suspendus. L'un d'eux proposa de brûler toutes les anciennes épreuves. On remplit des caisses de papier, et l'on porta ces caisses derrière l'atelier, près de la rivière, où l'on alluma un feu. Le papier se mit à flamber, gonflant en vagues de cendres. Le vent se leva, les cendres s'élevèrent et retombèrent en flocons noirs sur l'eau. On resta là plus longtemps que nécessaire, comme si la combustion devait nettoyer autre chose que des piles de feuilles. Quand la dernière braise s'éteignit, on eut la certitude d'avoir vidé la chose de sa substance. Le lendemain, une page nouvelle attendait au seuil de la salle, sous les scellés intacts. Ce fut le moment où le rédacteur en chef cessa de chercher une cause pour commencer à regarder un rythme. On ne peut pas argumenter avec un rythme. On le subit. Il nota que la feuille apparaissait presque toujours au même moment, un peu avant l'aube, comme si la nuit, arrivée au bout d'elle-même, rendait le monde à celui qui le disait. Le phénomène devenait la météorologie noire de la ville. Le matin, lorsque les premiers charretiers passaient au bout de la rue, l'aube posait à l'intérieur une page datée du lendemain, et la journée se déroulait avec, serrée dans un pli imperceptible de la lumière, la certitude d'une ou de plusieurs morts annoncées. Les familles développèrent à leur tour des rituels. On fermait les volets plus tôt, on évitait les déplacements inutiles, on écrivait des lettres sans les posters, de peur que l'acte d'écrire n'appelle la nouvelle. Les plus vieux regardaient la pendule avec une intensité nouvelle, cherchant dans le battement régulier une faille par laquelle le soir pourrait passer plus vite. D'autres se rendaient à la messe matinale en silence, sans prévenir personne, avec la sensation de marcher sur un parquet qui menace de céder. Certaines maisons se couvrirent d'un vernis d'activité, on nettoyait et on rangeait avec une énergie en trop. Ce besoin d'ordre n'était pas une coquetterie, il s'agissait de sauvegarder un périmètre où la mort, si elle devait entrer, ne pourrait pas désordonner grand-chose. Dans cette atmosphère, l'encre du courrier perdit ses lecteurs, mais son ombre gagna en densité. Le journal n'était plus lu, il était redouté, évoqué à demi-mot, tenu responsable d'un crime dont personne ne comprenait les mécanismes. Ceux qui avaient travaillé à la presse évitaient désormais de se croiser. Les plus robustes, ceux qui avaient connu des accidents de machines et des doigts écrasés, reconnaissaient que la peur, cette fois, ne venait pas du fer ni de la vitesse, mais d'un ordre invisible que le papier révélait. Le jour où l'on retrouva, sur un banc public, une édition entière soigneusement pliée avec, en première page, un décès qui devait se produire quelques heures plus tard dans un village voisin, l'idée même d'un confinement des feuilles parut inutile. Elles empruntaient des chemins qu'aucune clé ne fermait. Un phénomène discret s'ajouta, la matière des feuilles paraissait parfois différente. On parla d'un grammage un peu plus velouté, d'une teinte légèrement ivoire, d'un filigrane absent des stocks habituels. On dit que l'encre, sous la lumière du matin, prenait une nuance plus froide, comme si la page quittait à peine un autre climat. Les mains qui les tenaient gardaient une odeur plus persistante. Des femmes, en rentrant du marché, frottaient leurs doigts sans parvenir à chasser ce goût métallique qui s'installe quand on a touché un objet venu d'ailleurs. Dans les maisons endeuillées, on retrouvait parfois une feuille pliée, glissée dans un tiroir, qui semblait suggérer que la famille avait su, avant de savoir, sans avoir osé y croire. Les curés, appelés à des heures irrégulières, se retrouvaient à prêcher sur la fragilité sans prononcer le nom du journal. Ils parlaient de l'ordre et du désordre, de ce qui nous précède et de ce qui nous suit, cherchant à entourer de mots un phénomène qui, par son exactitude, minait le peu de liberté qu'on laisse à l'âme au moment où elle s'arrache.
La mairie fit imprimer un avis qui n'utilisait pas le mot superstition mais le contournait avec une sobriété administrative. On y rappelait que la ville ne cautionnait aucune annonce non validée par les services compétents. On y conjurait la population de rapporter toute feuille suspecte. L'avis ne servit à rien. Les feuilles continuaient à surgir, et ceux qui les trouvaient les gardaient, autant par peur de s'en débarrasser que par la croyance confuse que s'en défaire attirerait la chose plus près. La police municipale classait des témoignages qui ne portaient pas plainte. On consigna. On n'arrêta rien. La chaleur de l'été n'émoussa pas le phénomène. Au contraire, l'air alourdi semblait faire mieux porter l'odeur d'encre et de plomb quand, au matin, les portes s'ouvraient. On se rendit compte que les mouches se posaient plus que de coutume sur les pages, comme attirées par cette matière noire qui brillait d'un éclat gras. Les doigts qui tournaient les feuilles laissaient parfois sur le papier une empreinte à peine visible, une brillance où la peau se déposait. Le rédacteur en chef continua d'écrire, mais sa prose se fragmentait en notations. Il y ramenait toujours, comme une incantation sans conclusion, l'idée que la lumière c'est, puis il se reprenait, parlait d'horaire, d'hygrométrie, de température. Il ajouta des croquis, dessina la salle, la trajectoire d'un rayon, la distance du marbre à la fenêtre, les angles probables, comme si un dessin pouvait épingler le papillon de la cause. La veille du départ des presses pour Lille, la ville sentit une tension nouvelle courber ses épaules. Les scellés brillaient à la lueur du soir, et l'on aurait dit qu'ils mettaient de l'ordre dans l'air lui-même. Le lendemain, avant le soleil, un exemplaire complet se trouvait dans la boîte aux lettres de l'hôtel de ville, soigneusement plié, impeccable, sans tache, sans la moindre trace d'humidité, comme s'il venait de sortir d'une machine qui ne se trouvait plus là. La date était celle du lendemain. En première page, l'annonce de la mort du maire, au petit matin, sur le pas de sa porte. On remit le pli au secrétaire général qui lut, rangea le papier, puis le ressortit, perplexe, comme si une relecture pouvait faire bouger les lignes. Le matin venu, la séquence écrite se déroula à l'heure prévue, avec la précision d'un horaire de train. Cette exactitude déchira la dernière toile de scepticisme qui tenait encore. On n'était plus dans le champ de l'irrationnel complaisante, mais devant une mécanique silencieuse plus puissante que les décisions. Le courrier de la vallée cessa de paraître au sens ordinaire. Il continua d'exister en dehors de ses murs, comme si le journal, libéré de sa presse, savait désormais se fabriquer seul, se plier seul, se distribuer en silence, se laisser trouver seulement par ceux qu'il convenait de prévenir. Les employés, réduits au chômage, prenaient des chemins détournés pour rentrer chez eux, éviter les places. Ils avaient le sentiment d'avoir rendu un service à une force qu'ils ne contrôlaient pas. Ils se réunissaient parfois au bord de la rivière, à distance de l'atelier, et s'asseyaient sans parler, chacun avec la posture de celui qui mesure ses gestes pour ne pas provoquer ce qu'il redoute. Dans les semaines suivantes, la ville apprit à respirer autrement. Elle laissa entrer ses jours avec une appréhension sourde, un pli dans le cœur qui ne se défaisait pas. On avait découvert que, dans ce coin précis du monde, l'avenir aimait la typographie sobre, la marge équilibrée, le filet discret qui clôt un article. On s'habitua, si l'on peut dire, à une idée inconciliable avec la liberté. Quelque part, la veille, un papier savait. Ce fut le moment où le rédacteur en chef cessa de chercher une cause pour commencer à regarder un rythme. On ne peut pas argumenter avec un rythme. On le subit. Il nota que la feuille apparaissait presque toujours au même moment, un peu avant l'aube, comme si la nuit, arrivée au bout d'elle-même, rendait le monde à celui qui le disait. Le phénomène devenait la météorologie noire de la ville. Le matin, lorsque les premiers charretiers passaient au bout de la rue, l'aube posait à l'intérieur une page datée du lendemain, et la journée se déroulait avec, serrée dans un pli imperceptible de la lumière, la certitude d'une ou de plusieurs morts annoncées. Les familles développèrent à leur tour des rituels. On fermait les volets plus tôt, on évitait les déplacements inutiles, on écrivait des lettres sans les posters, de peur que l'acte d'écrire n'appelle la nouvelle. Les plus vieux regardaient la pendule avec une intensité nouvelle, cherchant dans le battement régulier une faille par laquelle le soir pourrait passer plus vite. D'autres se rendaient à la messe matinale en silence, sans prévenir personne, avec la sensation de marcher sur un parquet qui menace de céder. Certaines maisons se couvrirent d'un vernis d'activité, on nettoyait et on rangeait avec une énergie en trop. Ce besoin d'ordre n'était pas une coquetterie, il s'agissait de sauvegarder un périmètre où la mort, si elle devait entrer, ne pourrait pas désordonner grand-chose. Dans cette atmosphère, l'encre du courrier perdit ses lecteurs, mais son ombre gagna en densité. Le journal n'était plus lu, il était redouté, évoqué à demi-mot, tenu responsable d'un crime dont personne ne comprenait les mécanismes. Ceux qui avaient travaillé à la presse évitaient désormais de se croiser. Les plus robustes, ceux qui avaient connu des accidents de machines et des doigts écrasés, reconnaissaient que la peur, cette fois, ne venait pas du fer ni de la vitesse, mais d'un ordre invisible que le papier révélait. Le jour où l'on retrouva, sur un banc public, une édition entière soigneusement pliée avec, en première page, un décès qui devait se produire quelques heures plus tard dans un village voisin,
l'idée même d'un confinement des feuilles parut inutile. Elles empruntaient des chemins qu'aucune clé ne fermait. Un phénomène discret s'ajouta, la matière des feuilles paraissait parfois différente. On parla d'un grammage un peu plus velouté, d'une teinte légèrement ivoire, d'un filigrane absent des stocks habituels. On dit que l'encre, sous la lumière du matin, prenait une nuance plus froide, comme si la page quittait à peine un autre climat. Les mains qui les tenaient gardaient une odeur plus persistante. Des femmes, en rentrant du marché, frottaient leurs doigts sans parvenir à chasser ce goût métallique qui s'installe quand on a touché un objet venu d'ailleurs. Dans les maisons endeuillées, on retrouvait parfois une feuille pliée, glissée dans un tiroir, qui semblait suggérer que la famille avait su, avant de savoir, sans avoir osé y croire. Les curés, appelés à des heures irrégulières, se retrouvaient à prêcher sur la fragilité sans prononcer le nom du journal. Ils parlaient de l'ordre et du désordre, de ce qui nous précède et de ce qui nous suit, cherchant à entourer de mots un phénomène qui, par son exactitude, minait le peu de liberté qu'on laisse à l'âme au moment où elle s'arrache. La mairie fit imprimer un avis qui n'utilisait pas le mot superstition mais le contournait avec une sobriété administrative. On y rappelait que la ville ne cautionnait aucune annonce non validée par les services compétents. On y conjurait la population de rapporter toute feuille suspecte. L'avis ne servit à rien. Les feuilles continuaient à surgir, et ceux qui les trouvaient les gardaient, autant par peur de s'en débarrasser que par la croyance confuse que s'en défaire attirerait la chose plus près. La police municipale classait des témoignages qui ne portaient pas plainte. On consigna. On n'arrêta rien. La chaleur de l'été n'émoussa pas le phénomène. Au contraire, l'air alourdi semblait faire mieux porter l'odeur d'encre et de plomb quand, au matin, les portes s'ouvraient. On se rendit compte que les mouches se posaient plus que de coutume sur les pages, comme attirées par cette matière noire qui brillait d'un éclat gras. Les doigts qui tournaient les feuilles laissaient parfois sur le papier une empreinte à peine visible, une brillance où la peau se déposait. Le rédacteur en chef continua d'écrire, mais sa prose se fragmentait en notations. Il y ramenait toujours, comme une incantation sans conclusion, l'idée que la lumière c'est, puis il se reprenait, parlait d'horaire, d'hygrométrie, de température. Il ajouta des croquis, dessina la salle, la trajectoire d'un rayon, la distance du marbre à la fenêtre, les angles probables, comme si un dessin pouvait épingler le papillon de la cause. La veille du départ des presses pour Lille, la ville sentit une tension nouvelle courber ses épaules. Les scellés brillaient à la lueur du soir, et l'on aurait dit qu'ils mettaient de l'ordre dans l'air lui-même. Le lendemain, avant le soleil, un exemplaire complet se trouvait dans la boîte aux lettres de l'hôtel de ville, soigneusement plié, impeccable, sans tache, sans la moindre trace d'humidité, comme s'il venait de sortir d'une machine qui ne se trouvait plus là. La date était celle du lendemain. En première page, l'annonce de la mort du maire, au petit matin, sur le pas de sa porte. On remit le pli au secrétaire général qui lut, rangea le papier, puis le ressortit, perplexe, comme si une relecture pouvait faire bouger les lignes. Le matin venu, la séquence écrite se déroula à l'heure prévue, avec la précision d'un horaire de train. Cette exactitude déchira la dernière toile de scepticisme qui tenait encore. On n'était plus dans le champ de l'irrationnel complaisante, mais devant une mécanique silencieuse plus puissante que les décisions. Le courrier de la vallée cessa de paraître au sens ordinaire. Il continua d'exister en dehors de ses murs, comme si le journal, libéré de sa presse, savait désormais se fabriquer seul, se plier seul, se distribuer en silence, se laisser trouver seulement par ceux qu'il convenait de prévenir. Les employés, réduits au chômage, prenaient des chemins détournés pour rentrer chez eux, éviter les places. Ils avaient le sentiment d'avoir rendu un service à une force qu'ils ne contrôlaient pas. Ils se réunissaient parfois au bord de la rivière, à distance de l'atelier, et s'asseyaient sans parler, chacun avec la posture de celui qui mesure ses gestes pour ne pas provoquer ce qu'il redoute. Dans les semaines suivantes, la ville apprit à respirer autrement. Elle laissa entrer ses jours avec une appréhension sourde, un pli dans le cœur qui ne se défaisait pas. On avait découvert que, dans ce coin précis du monde, l'avenir aimait la typographie sobre, la marge équilibrée, le filet discret qui clôt un article. On s'habitua, si l'on peut dire, à une idée inconciliable avec la liberté. Quelque part, la veille, un papier savait. Le courrier connaissait donc également l'horaire des trains et les hasards étrangers, comme si la ville n'était pas l'objet mais le théâtre parmi d'autres du phénomène. L'été épaissit la lumière. Les journées longues semblaient presser la fatigue au fond du corps. Les familles prirent l'habitude d'ouvrir leurs fenêtres la nuit pour respirer un air plus frais, et de les refermer très tôt à l'aube, comme pour empêcher la lumière d'entrer trop vite avec ce qu'elle traînait désormais. Certains matins, on trouvait une feuille coincée justement là où le battant avait été poussé, comme si la page avait été prise dans le mouvement. La sensation d'être observé se déplaça du simple soupçon à une évidence diffuse. Ce n'était pas la ville qui regardait ces nouvelles, mais la nouvelle qui avait pris l'habitude de regarder la ville. Le rédacteur en chef tenta alors un contresens volontaire. Il rédigea seul, tard dans la nuit, une nécrologie fictive, choisissant le nom d'un habitant robuste,
sans maladie connue, et la posa sur sa table. Il se convainquit que si, au matin, la vraie feuille apparaissait avec une autre annonce, la sienne ne serait qu'un incident sans effet. Si, au contraire, sa page devenait la nouvelle du lendemain, cela signifierait qu'une main humaine pouvait infléchir la trajectoire. Il ne dormit pas. Au petit jour, il constata que sa feuille avait disparu. Une autre, datée du lendemain, l'attendait dans le plateau blanc. Elle annonçait la mort d'une femme âgée dont il ignorait la faiblesse du cœur. Il fut saisi d'un mélange de honte et de soulagement, la tentative n'avait produit aucun mal, mais elle n'avait rien intercepté. Le rythme, contre lequel il voulait appuyer, avait continué sans lui, comme si le papier avait sa propre pente dans le temps. Les autorités départementales envoyèrent un inspecteur plus tenace. Il passa des jours à suivre les trajets probables, à interroger sans le dire, à ouvrir des armoires, à vérifier les toits et les soupiraux, à se poster à des angles de rue avant l'aube. Il fut témoin, un matin, d'une apparition qu'il avait décidé de débusquer. La page n'était pas là, puis elle l'était, sans mouvement ni interstice. Il se figea d'abord, puis la prit avec une prudence que l'on a pour des substances qui brûlent sans flamme. Il lut, se sentit presque soulagé d'y voir le nom d'une personne qu'il ne connaissait pas. L'après-midi, il apprit que cette personne habitait la ville depuis sa naissance. Une semaine plus tard, on trouva une feuille pliée sur le siège arrière de sa voiture officielle, avec sa propre nécrologie datée du lendemain. Sa hiérarchie l'envoya en congé, et la page cessa de circuler pour lui. Le surlendemain, un autre inspecteur prit sa place. Le rédacteur en chef sentit, à partir de là, que le phénomène s'était décalé d'un cran. Les tentatives pour l'épuiser, pour le nommer, pour le confiner, ne l'entamaient pas. La logique administrative, si précise dans ses découpages, glissait comme un peigne trop large dans une matière plus fine. Il concentra ses notes sur la lumière. Il traça des courbes de lever du soleil, des diagrammes de position de fenêtres. Il osa une hypothèse qui lui paraissait presque honteuse. La page profitait du premier angle d'éclairement sur chaque lieu choisi, comme si le jour, en accrochant la poussière, déposait avec elle une écriture déjà formée. Les matins brumeux produisaient des feuilles légèrement humides, les matins très clairs des feuilles plus nettes. Les jours de pluie, la page était plus lourde, et l'encre mettait quelques secondes supplémentaires à sécher. Il avait l'impression de décrire une condensation, mais une condensation de fait. Les familles, elles, continuaient à inventer des rites. On posa des rameaux bénis derrière les tiroirs, on retourna les miroirs où on les couvrit de linge, comme pour empêcher un reflet d'attraper quelque chose qui n'avait pas à l'être. Des maisons adoptèrent la règle de n'ouvrir aucune enveloppe avant midi, pour gagner quelques heures de paix, même si la paix se réduisait à une ignorance volontaire. On vit, dans les cuisines, des feuilles soigneusement glissées entre deux planches du buffet, puis oubliées là des jours durant, comme si ne pas les lire retardait la mécanique. On apprit vite que cela ne retardait rien. La mort, lorsqu'elle arrivait, n'avait pas besoin d'être lue pour tenir son horaire. Des hommes d'étude proposèrent la prudence publique, des séances destinées à expliquer que le hasard se joue de nous lorsqu'on y voit un dessin. Ils dressèrent des graphiques, alignèrent des chiffres, parlèrent de probabilité. Ceux qui les écoutaient trouvaient les formes belles et la voix égale, mais sortaient avec un vide plus grand, car la page, le lendemain, reprenait sa leçon sans décroître. La ville se coucha plus tôt, cessa de chanter après le dîner, éteignit ses lampes plus vite, comme si la fatigue pouvait dissoudre ce que l'intelligence ne dénouait pas. Au cœur de l'été, un étouffement s'installa. Le soir, l'air ne rafraîchissait presque plus. La poussière sur la route se levait en nappe, restait en suspension, retombait lentement sur les appuis de fenêtres. Le rédacteur en chef, insomniaque, quittait parfois son lit pour marcher dans sa maison. Il reconnaissait à l'odeur, d'une pièce à l'autre, l'humidité des meubles, la cire sur le bois, les fleurs qui avaient jauni dans l'eau tiède. Il s'arrêtait devant son plateau blanc, même lorsqu'il savait qu'aucune page n'y attendait encore, et éprouvait l'impression ambiguë de guetter son propre pouls dans le silence. Parfois, il en venait à croire que la page n'apparaissait pas tant qu'on la regardait, comme si elle évitait les yeux, puis se décidait lorsqu'on s'éloignait, fidèle à sa discrétion. La rumeur, dans la ville, prit alors un tour cruel. On disait que ceux qui tentaient trop fort d'attraper le phénomène finissaient par s'y intégrer. On évoquait, sans le nommer, l'inspecteur parti, le mécanicien de passage qui, à son retour, avait confié à un collègue son malaise et la sensation d'avoir rapporté avec lui un parfum d'encre qui ne le quittait plus. On chuchotait que les vivants s'usaient à l'observer, comme s'il donnait à la page un peu d'eux-mêmes chaque fois qu'il tournait les yeux vers elle. Le rédacteur en chef décida de tenter l'expérience inverse, ne rien regarder pendant une semaine. Il confia son plateau à un voisin de confiance, lui demanda de noter scrupuleusement l'arrivée de chaque feuille, l'heure, la pièce exacte, la surface de contact, la température au toucher. Il s'interdit de lire les annonces, s'astreignit à des promenades à heure fixe, à des repas précis, à des gestes lents. Il se sentit d'abord moins oppressé, comme s'il avait retrouvé la capacité d'habiter ses minutes. Puis une angoisse plus sourde s'installa,
qui n'était plus liée à la page mais à l'absence de page, une peur sans objet, flottante, qui le réveillait la nuit comme réveille certaines fièvres. Il comprit alors que l'ignorance n'allégeait pas, elle déplaçait seulement la charge. Au 7e jour, au moment exact où la lumière entra dans son bureau, il trouva la feuille sur son plateau, posée avec une exactitude presque tendre. Il n'avait pas tendu de piège, pas dressé d'obstacle. La page l'attendait simplement, comme revient un courrier après un voyage. Il posa la main à plat sur le papier et sentit, sous la pulpe des doigts, le grain familier, la légère rugosité, l'onctuosité discrète du noir qui a séché trop vite. Il se trouva ridicule d'espérer que l'encre lui renseignerait la cause. Il s'assit, resta longtemps immobile à ne pas lire, puis se leva, rangea la feuille dans une enveloppe et alla marcher jusqu'à la rivière. La surface, molle sous le soleil, renvoyait une lumière brisée, et, pendant quelques minutes, la rumeur du courant, plus fort entre deux piles, lui donna l'illusion d'un ordre qui ne le concernait pas. En revenant, il croisa des femmes qui sortaient de la messe matinale. Elles tenaient leurs livres contre elles comme on tient une chaleur, et leurs pas mesuraient le trottoir. Il pensa que la ville, à force d'apprendre la précision des feuilles, avait développé à rebours un art de la lenteur. On ne se pressait plus sur les passages, on posait les paniers avec précaution, on attachait les roues avec soin. Les accidents, pourtant, continuaient d'arriver, et la page gardait son avance d'un jour. La précaution humaine et la certitude imprimée ne marchaient pas dans la même géométrie. À l'automne, la lumière changea de ton. Les matinées bleuirent, l'air nettoya le métal des sons. Les feuilles d'arbres, à la lisière de la ville, commencèrent à trembler plus haut. La sensation d'étouffement recula, remplacée par une clarté plus dure. On crut, un court instant, que la saison refermerait l'étrangeté comme on referme un livre lu trop vite. La première semaine d'octobre, il n'apparut qu'une page. La seconde, aucune. Les conversations reprirent, un peu, dans les cafés. On se permit, au marché, des phrases plus longues. Puis, la troisième semaine, il en apparut 5 en 3 jours. La ville comprit qu'on ne négocie pas avec ceux qui se contentent d'être exacts. Il ne s'agissait pas d'une marée qui obéissait à la lune, mais d'une écriture que rien n'interrompait, sinon ses propres motifs. Le rédacteur en chef, minci, les tempes creusées, persévéra. Il superposa des calques de ses diagrammes, chercha des correspondances avec les vents, avec l'humidité, avec la pression, avec les jours de foire, avec les fréquentations de la gare, avec l'absentéisme à l'usine, avec l'état des routes. Il ne trouva pas de loi. Seulement une régularité globale que chaque détail contredisait dès qu'on s'en approchait. Il finit par concevoir que la page n'annonçait pas une mort comme un prophète annonce une calamité, mais qu'elle dessinait la forme du lendemain avec la même précision que la nuit dessine la forme du matin. Il ne restait alors à l'homme qu'une posture, celle d'accepter qu'un calendrier discret s'écrivait en dehors de lui, et que son travail, s'il voulait rester humain, consistait à suivre cette écriture sans croire un instant qu'il en possédait la clé. Un après-midi, dans la lumière droite d'octobre, il sortit du tiroir où il rangeait ses carnets un petit paquet de pages qu'il avait gardé à l'abri. Il les étala sur son bureau, non pour les lire, mais pour regarder leur surface. Le noir, selon les semaines, paraissait plus profond, plus gras, plus léger. Il eut l'impression que ces nuances composaient un motif qu'il ne savait pas lire. Il posa sa main à plat, ferma les yeux, tenta de ne rien demander au papier, simplement d'être là. Une fatigue ancienne remonta, la fatigue d'avant la première page, quand le monde, dépourvu d'ombre seconde, demeurait suffisant. Il resta ainsi jusqu'à ce que la lumière décline et que la pièce prenne cette teinte de fin d'après-midi qui ralentit les respirations. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la dernière page, au-dessus de la pile, avait glissé de quelques millimètres, comme si un souffle l'avait déplacé. Il pensa d'abord au courant d'air, puis à sa main qui aurait trébuché. Il se souvint alors de la rumeur que la page change parfois d'inclinaison quand personne ne la regarde, comme si elle cherchait son meilleur angle face à la lumière. Il remit la feuille, referma l'enveloppe, rangea le paquet. Le jour baissa encore. Un calme moelleux enveloppa sa maison. La certitude, soudain, s'imposa sans violence. Tôt ou tard, une feuille porterait son nom. Cette pensée ne produisit pas l'effroi attendu. Elle posa simplement, en lui, une surface plane. Il comprit qu'il n'avait pas à s'y opposer, non par résignation, mais par une forme de lucidité très simple, cela n'éteignait pas le jour présent. Il continua de remplir les lignes de son carnet, non pour inverser le cours de quoi que ce soit, mais pour marquer, par l'acte d'écrire, que les heures vécues étaient pleines. À partir de ce soir-là, la ville s'aperçut que les gestes, chez beaucoup, avaient changé d'intonation. On redressa plus souvent les photos sur les buffets. On frotta mieux les verres après la vaisselle. On remit en état des serrures, on graissa des gonds trop longtemps laissés à gémir. La peur, sans disparaître, s'était convertie en soin. Ceux qui trouvaient une page posée chez eux, et qui avaient la force de la lire, faisaient en une nuit le tri que d'autres remettent à demain. Ils rangeaient les papiers, écrivaient un ou deux mots,
parfois prenait la route pour dire ce qui devait l'être. Quand le lendemain tenait sa promesse noire, la maison, au moins, ne livrait pas à ceux qui restaient l'amas d'une vie éparpillée. Le rédacteur en chef sut, quelque temps plus tard, que l'expérience ultime approchait. Il fut informé, par un hasard sans intention, qu'une feuille avait circulé sans parvenir jusqu'à lui. Il ne chercha pas à la voir. Il marcha longtemps, ces jours-là, à contre-jour dans les ruelles. Il s'arrêta sur le pont et regarda l'eau passer sous la pierre. Il pensa au plomb des caractères, aux doigts qu'il avait pris, posés, rangés, à toutes ces lignes, en 30 années, qui avaient joint les jours entre eux. Il mesura que le journal, avant d'être le vecteur d'une anomalie, avait été une façon de relier des vies, de leur donner un contour lisible, de les inscrire dans une communauté de matinée. L'étrangeté ne retirait rien à ceci, l'acte de dire le monde demeure nécessaire, même si le monde, parfois, se raconte lui-même avec une avance qui désarme. La veille où il pressentit que son nom se trouvait sur la page en route, il rangea son bureau avec une douceur méticuleuse. Il nettoya son plateau, remit en ordre ses carnets, noua avec une ficelle les paquets de feuilles anciennes. Il n'ouvrit pas sa fenêtre et garda la lampe allumée plus tard que d'habitude, non pour tromper la lumière, mais pour retarder le moment où le noir reprend sa place dans la chambre. Il s'assit, la main posée à plat sur le bois. La nuit portait ce silence homogène des heures qui se contentent d'être là. Lorsqu'il éteignit, il eut l'impression que la pièce, dans l'obscurité, tenait mieux, comme si rien n'y pouvait tomber. Juste avant l'aube, dans ce point où les couleurs n'ont pas encore été rendues, il sentit que la maison retenait son souffle. Il ouvrit les yeux, se leva, traversa la pièce. Sur le plateau, la feuille l'attendait. Elle avait la netteté des choses correctement faites. Il resta debout un moment, sans toucher le papier, et éprouva pour lui une gratitude inattendue. L'annonce, quels que fussent ceux qui s'en chargeaient, demeurait propre, exacte, sans outrance. Il posa finalement la main sur le bord, la souleva, la retourna, sans lire encore. La lumière, très pâle, commençait à détacher les arêtes des meubles. Dans la rue, un pas glissa, lointain. Il sut, avec une évidence calme, que la suite n'appartenait pas à la peur. Il s'assit, posa la page devant lui, et accepta que le lendemain, dans cette ville où l'avenir avait la saveur de l'encre, serait simplement fidèle à l'habitude que le monde avait prise depuis des mois, tenir parole. La journée qui suivit l'apparition de la page portant son nom s'ouvrit avec un ciel lavé. Les nuages, minces, glissaient comme des écailles claires que la lumière effritait. Il n'avait pas encore lu les lignes. La feuille attendait sur le plateau, intacte, et sa présence simple ordonnait la pièce d'une manière étrange, comme si les meubles s'étaient mis à l'unisson de sa netteté. Il prépara du café sans hâte, vérifia l'ordre de son bureau, rangea une dernière fois les carnets par date, et décida que la meilleure manière d'accueillir la page consistait à lui retirer ce qu'on donne aux ennemis, une posture défensive. Il s'assit, posa les mains à plat, et accepta de lire en homme qui fait son travail, non en curieux, ni en suppliant. Les mots, une fois dépliés, n'avaient pas le pouvoir de ce qu'on redoute dans l'imagination. Il décrivait avec la sobriété professionnelle qu'il avait lui-même défendue des années durant. Ils intégraient sa fonction, un âge, la mention d'une carrière droite, une énumération minimale de faits utiles. Ils avaient l'exactitude acceptée d'un acte d'état civil. La ligne de leur fut celle qui pesa dans le ventre, elle se tint dans son regard quelques secondes de trop, puis se rangea à sa place de chiffre. Le reste de la matinée prit une douceur inattendue. Il fit ce que l'on fait quand on prépare la maison pour d'autres, il essuya les verres qu'on utilise rarement, remit à jour la liste des abonnements payés, relut quelques pages anciennes où l'on reconnaît soudain sa propre écriture comme si c'était celle d'un autre. Il prit soin des petits objets qui disent le caractère d'un lieu. La clochette que les secrétaires agitaient pour rire lorsque l'on plaisantait, la règle en buis qui gardait sur un côté une ébréchure invisible au regard mais tenace sous le pouce, la petite boîte de trombone dont le couvercle ne tenait plus. Il n'y avait pas de gloire là-dedans, seulement une conscience très simple. Le monde continue, il faut qu'il puisse se saisir d'un bureau propre. Dans la ville, l'information avait déjà passé d'une bouche à l'autre sans prendre encore la forme d'une certitude. La rumeur se comportait comme un animal qui approche en cercle avant de se décider. Certains savaient mais ne disaient rien, d'autres avaient deviné parce qu'ils comprenaient les symptômes. Lorsque la page manque quelques heures au plateau d'un homme, c'est parfois que la page le concerne. Le marché gardait sa tenue, mais les mouvements étaient plus mesurés, les voix plus basses. On percevait, dans cette tenue, la manière qu'ont les vivants de se prêter au respect avant même d'en être instruits. Il sortit sans objectif, prit une rue au hasard, s'arrêta devant les vitrines des artisans, reconnut sur un tabouret la trace de peinture d'une teinte qu'on n'utilise qu'au beau jour, observa la corde d'une cloche frappée par une main distraite, sentit le poids d'un pain frais au bras d'une femme qui remontait vers la place. Dans ses allers-retours sans motif, il mesura que la ville, depuis des mois, avait appris à vivre avec une ligne supplémentaire, invisible, tendue dans l'air entre l'aujourd'hui et le lendemain. Elle avait acquis une discipline nouvelle, une attention posée,
une manière de ne plus dépenser son bruit n'importe comment. Il eut la sensation calme d'avoir participé, en dépit de tout, à cette acquisition, non parce qu'il avait maîtrisé la chose, mais parce qu'il l'avait regardée sans l'enlaidir. Il marcha jusqu'à la rivière. L'eau roulait comme un linge lourd sous le pont. Les pierres, patinées par les saisons, gardaient ce froid constant qui rassure. Le ciel se déplia au-dessus des toits et la lumière, en retombant contre la surface, se brisa en milliers de petites lames. Il se dit que la page, quand elle arrive, ne fait rien d'autre que ce jeu de surface. Elle reprend la forme du jour et la restitue à peine avant. Il s'assit sur le muret, regarda les herbes de la berge pliées au vent, suivit des yeux le vol cassant de deux moineaux, puis se leva parce que l'air commençait à piquer. Il fit un crochet par l'atelier scellé, sans intention. Les bandes de papier collées au montant avaient pris cette teinte de poussière propre qui signe les lieux clos depuis longtemps. La grille intérieure retenait les ombres comme un tamis retient les feuilles mortes. Il resta de l'autre côté du trottoir. L'idée d'entrer n'eut pas de prise. Il sut que la salle, même vide, avait gardé son raison, elle n'expliquerait rien de plus à celui qui y reviendrait. Le seuil suffisait. L'après-midi fut consacré aux petites provisions sans utilité réelle mais pleines de cette consistance qui ancre. Il acheta du papier à lettres, non pour écrire, mais parce que la main aime encore sentir la résistance d'une feuille. Il reprit un sachet d'aiguilles, un savon gris pour le linge, un pot de confiture dont l'étiquette inclinée le fit sourire. Ces achats n'étaient pas des adieux, plutôt le contraire, la manière de dire que la ville peut continuer sans savoir, à partir d'objets qui vont servir à d'autres. Il croisa des visages qu'il connaissait depuis des années. Ils avaient cette attention défaite qui ne fixe pas trop, de peur. Il y répondit avec ce calme des jours où l'on mène un enfant par la main dans une foule. Son pas, sans qu'il l'ait décidé, s'était fait régulier. Le soir, l'air se refroidit plus vite que les jours précédents. Une nappe fine de brume monta des jardins. Les fenêtres s'allumèrent une à une comme on retourne des cartes. Il rangea ses achats, remit les carnets bien parallèles, vérifia que la clé de la petite boîte où l'on gardait l'argent pour les menues dépenses tournait sans heurts, souffla sur la poussière restée au bord d'un cadre accroché de travers, redressa la photographie d'un groupe d'ouvriers devant la presse lors d'un après-midi de fête. Un goût de silence plein monta avec la nuit. Il pensa à la manière dont l'encre sèche, d'abord en surface, puis dans l'épaisseur. Il se dit que le temps procède comme l'encre, il prend d'abord la peau de la journée, puis s'enfonce doucement jusqu'à l'âme, et qu'on n'y peut rien sinon laisser la matière achever son travail. Il dormit par tranches. Les réveils ne portaient pas de panique. Il ressemblait aux stations d'un voyage en train que l'on connaît par cœur, où l'on se redresse un peu avant de retomber de côté, rattrapé par la fatigue. Dans la dernière heure, il n'y eut pas d'image, seulement une impression de fixité heureuse, comme lorsqu'une page fraîche posée sur le marbre ne demande rien. À l'aube, la lumière entra sans hésiter. Il sut, avant de se lever, que la feuille sur le plateau n'avait pas bougé. Il traversa la pièce, posa la main sur le papier, non pour le lire, mais pour attester qu'il était bien de ce monde. Il ressentit un soulagement net, la promesse allait tenir, et cette tenue, même si elle le concernait au premier plan, soutenait aussi la forme générale des choses. La ville, déjà, commençait sa respiration, un pas glissa sur le pavé, un seau heurta contre une pierre, quelque part une porte se referma avec cette tenue polie qui diffère le bruit. Il s'habilla, remit ses chaussures, fit un geste pour rabattre le coin d'un tapis, réfléchit qu'un coin de tapis rabattu aide ceux qui restent à ne pas trébucher. Il s'installa face à la fenêtre, simplement pour laisser le jour le rejoindre. Les heures suivantes appartiennent aux autres. On sait ce que deviennent ces heures puisque le papier les avait rendues, à sa manière, à la ville la veille. Cette exactitude n'avait rien d'éclatant. Elle tenait du travail bien fait. Au moment où la ligne prévue se réalisa, la ville, sans se tordre sur elle-même, sut qu'elle en avait fini avec un homme qui l'avait accompagné des années durant de la manière qui convient à ceux qui tiennent une petite maison de nouvelles. En ne trahissant pas la part d'ombre, en ne surexposant pas la part de lumière, en consentant aux proportions. Ce fut net, ni plus ni moins. Les jours qui suivirent prirent une couleur plus mate. On ramena la clé du bureau, on remit les carnets à l'abri, on plaça le plateau blanc dans un meuble où il cessa d'être un outil pour devenir un souvenir. Les gens passèrent devant la façade scellée avec cet air de conclusion propre aux villes qui se connaissent bien. Le chapitre n'avait pas été arraché à la hâte, il s'était refermé sur la ligne prévue, d'une manière presque éducative. Pendant quelques semaines, les feuilles continuèrent d'apparaître, au même rythme, avec la même propreté, la même mise à distance. Elles semblaient, si l'on peut le dire, plus légères, comme si l'énergie qui les déposait avait perdu un contrepoids. Certains crurent que l'intensité du phénomène s'amenuiserait. Il n'en fut rien. Il se stabilisa un temps, puis se déplaça lentement vers d'autres lieux de la ville qu'il n'avait pas fréquentés jusque-là, des ateliers de couture, un banc près des lavoirs, la salle d'attente du médecin, le comptoir d'un quincaillier, l'escalier d'un logement où personne n'avait jamais vu de journal. Il apparut ensuite une variation que personne n'avait prévue,
des pages portant la date du jour et non du lendemain, mais déposées la veille au soir, comme si le phénomène resserrait la couture entre les deux rives du temps. Cela n'ajoutait rien à l'étrangeté, sinon une nuance dans l'angle, on perçut que la marge ou le présent se distingue de ce qui vient peut se contracter sans se rompre. La ville s'y accoutuma. Elle possédait désormais une mémoire neuve, elle savait voir la veille comme une pièce du lendemain. L'hiver approcha. Les cheminées revinrent à leur travail. La buée aux vitres redonna aux intérieurs cette intimité qui protège. Les feuilles continuaient de circuler avec la régularité d'un courrier sans facteur. Quelques exemplaires furent envoyés à des journaux plus grands, loin d'ici. Ils retournèrent avec des réponses polies, assez rapides, qui saluaient l'impression d'une localité émue mais ne s'engageaient pas au-delà d'un sourire apitoyé. Les villes plus grandes n'aiment pas les démonstrations de précision qui ne viennent pas d'elles. Le phénomène conserva donc sa taille de vallée. Dans la salle scellée, les machines démontées patientaient. Il y avait, dans ces pièces massives, une patience qui ne se confond pas avec l'abandon. Elles avaient travaillé assez pour savoir attendre. Au printemps suivant, quelques hommes décidèrent de remonter la presse. Il fallut graisser, régler, tendre, remettre d'aplomb ce qui s'était affaissé sous son propre poids. La première rotation, après tant de silence, fit circuler une vibration épaisse dans l'atelier, comme si une voix reprise après un long mutisme éprouvait d'abord la résistance de ses cordes. On n'imprima rien d'autre que des feuilles blanches. On les fit sortir intactes, sans noir, pour éprouver la régularité. Elles glissèrent une à une, très pâles, presque diaphanes, et s'empilèrent en paquets lisses. On se regarda, soulagé d'un exercice sans conséquence. Le lendemain, un paquet identique attendait, mais cette fois le papier portait, tout en bas, une ligne à peine perceptible, un filet sans légende, un trait de plomb si discret qu'il fallut incliner la feuille à la lumière pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Le trait s'épaissit les jours suivants, devenant un cadre muet, un rectangle qui n'enfermait encore rien. Les hommes comprirent qu'ils avaient rallumé un geste dont d'autres se serviraient. Ils retournèrent la machine au repos, par prudence, et lorsqu'ils revinrent au bout de plusieurs jours, il y avait, sur la pile, une page complète portant un nom d'enfant dont personne ne voulait lire la suite. L'enfant mourut d'une fièvre 3 jours plus tard, et l'on se dit que la machine, même muette, appelait la fonction. La ville était désormais passée de l'épouvante à une forme d'instruction. Elle avait appris à distinguer ce qui dépend d'elle de ce qui ne dépend pas d'elle. On y parlait moins qu'avant, mais on y faisait mieux. Les funérailles devinrent plus sobres, comme si la précision avec laquelle on avait été prévenu exigeait une exactitude équivalente dans la manière de rendre. On n'ajoutait pas d'excès de fleurs, on ne forçait pas les voix, on ne racontait pas de grandes histoires. On acceptait que la page avait dit assez. Dans certains foyers, on rangea la vaisselle de fête plus haut, pour éviter qu'elle ne devienne l'ornement d'une cérémonie prématurée, et l'on se mit à cuisiner mieux au quotidien, avec des manières simples, comme si la réponse à la prévision consistait à honorer le jour courant plutôt qu'à en fabriquer de plus beaux pour l'exception. Une question subtile, cependant, mordait parfois les marges de la conscience. D'où venait l'information que la page posait, et pourquoi se décidait-elle à prendre la forme typographique d'une maison modeste plutôt qu'une autre? Ceux qui avaient l'esprit géométrique dressaient des cartes avec des épingles, cherchant des alignements, des répétitions d'angles, des échos. Ils voyaient des motifs, puis ces motifs se défaisaient devant le cas suivant. Ceux qui préféraient la physique parlaient d'une lumière pliée, d'un plan où l'ombre du lendemain traverse le présent au moment exact où l'aube a la bonne obliquité. D'autres, plus silencieux, se contentaient d'admettre qu'il existe des habitudes dans le monde que l'on ne découvre que lorsqu'elles se dérangent elles-mêmes. Le courrier avait été, pendant des décennies, la manière locale de dire le monde chaque matin. Le monde, un jour, s'était mis à se dire avant nous en empruntant cette voie déjà frayée. Il n'y avait là ni malice ni faveur, seulement la convenance d'un canal. Il y eut, beaucoup plus tard, des semaines entières sans feuilles, puis des jours avec 3. L'étrangeté persista mais ne régna plus. Elle devint un relief du pays, comme une colline de plus que le voyageur finit par intégrer à sa carte. Les enfants nés après ces mois-là grandirent dans l'idée que certaines nouvelles ont l'habitude d'arriver la veille. On ne leur expliqua pas davantage. Ils s'y ajustèrent avec la souplesse des jeunes choses. Il arriva qu'une page ne porte aucun nom. Elle se présentait avec la mise en page exacte, le filet, l'espace pour la famille, les lignes prêtes, et rien. L'encre avait coulé à sa place, mais les mots manquaient, comme une table mise sans convive. La ville y eut une manière d'épargne, certains s'autorisèrent à y voir un répit offert. Une brève sérénité circula ces jours-là. Elle n'empêcha rien d'arriver ensuite. Elle permit seulement de respirer. Dans la mémoire collective, la figure du rédacteur en chef prit la forme d'un homme qui avait consigné sans s'approprier. On se transmit, par des phrases très courtes, la façon qu'il avait eue de tenir ses carnets, le plateau blanc, la propreté du bureau, le soin mis à ne pas transformer une anomalie en spectacle. On expliqua aux plus jeunes que le courage, parfois, consiste à laisser les choses garder leur angle. Dans la salle remise en état, on accrocha, à hauteur d'œil,
une feuille blanche sous verre, un rectangle vide entouré d'un filet pâle. On la présentait aux visiteurs comme on montre une fenêtre qui donne sur l'hiver. Cela ne change rien, mais cela apprend à tenir les épaules. Des années plus tard, lorsqu'on raconta cette période à des gens venus d'ailleurs, ils eurent du mal à comprendre que la peur n'avait pas débordé en chaos. On répondit qu'elle s'était changée en attention, et que l'attention, lorsqu'elle dure, finit par ressembler à une paix rude. On ajouta que la présence d'une page la veille de la mort ne retirait rien au vivant. Elle rappelait seulement que le présent, s'il veut avoir une densité, doit être vécu comme si le lendemain avait déjà le courage de tenir sa promesse. Cela suffit souvent à redresser la posture. Il y eut encore, par intervalles, des tentatives pour expliquer, pour mesurer, pour interdire. Des préfets rédigèrent des notes, des savants écrivirent des articles, des imprimeurs d'autres villes se penchèrent sur la question avec l'avidité de ceux qui espèrent un secret industriel. Les notes furent archivées, les articles glissèrent d'un dossier à un autre, les imprimeurs repartirent avec la conclusion décevante que rien, dans la mécanique, ne débordait la mécanique. L'essentiel s'était produit ailleurs, là où la lumière rencontre une surface au moment exact où la ville se lève. L'essentiel, par définition, n'entre pas dans les procès-verbaux. On raconte encore, certains soirs de brouillard, qu'une feuille apparaît parfois au bord de la rivière, posée sur la pierre froide, et qu'elle ne porte ni nom ni date, seulement la mise en page prête, comme un lit fait dans une chambre où personne n'a encore dormi. Ceux qui la voient la laissent là. Le lendemain, la feuille n'y est plus, et le monde continue. La rumeur ajoute, sans insister, que ces feuilles-là ont l'odeur particulière des draps séchés dehors en plein hiver, une odeur qui n'appartient pas au plomb mais au vent. Ainsi la vallée conserva-t-elle, à côté de ses récoltes, de ses foires, de ses crues, une réputation de ponctualité mystérieuse. On n'en tirait ni fierté ni honte. On savait seulement qu'ici, un jour de 1908, un journal avait commencé à recevoir la veille ce que la plupart reçoivent le lendemain, et que cette avance modeste suffisait à replisser le temps sur une couture plus précise. On ne chercha pas davantage. Les vivants ont d'autres tâches, et la page, lorsqu'elle arrive, les allège de la part d'arbitraire que chacun traîne sans raison. Le courrier, remodelé petit à petit, retrouva une parution ordinaire. Il réapprit à écrire sur les naissances, les marchés, les pluies tardives, les disputes de conseil, les langues de rue. Il conserva, dans un tiroir discret, une chemise où l'on rangeait les feuilles qui n'avaient pas vocation à être lues par tous. La personne chargée de ce tiroir changea avec le temps, mais la fonction resta. La ville gardait auprès d'elle la preuve que le monde peut, parfois, se dire seul. Cette preuve ne lui servait pas à décider de quoi que ce soit. Elle lui servait à ne pas gaspiller ce qui lui est confié, des jours, des visages, des gestes. Quand on passe aujourd'hui dans la rue de l'Atelier, on sent encore, l'hiver, cette odeur minérale d'encre froide mêlée à la poussière de charbon. Les machines, bien huilées, répondent avec le son régulier d'un cœur en bonne santé. Le matin, au moment précis où la lumière tombe avec un angle qu'elle a pris ici depuis des siècles, la salle prend un grain particulier. Ceux qui s'y trouvent au bon moment voient la poussière s'aligner une seconde comme si elle s'inclinait. Personne n'applaudit. On sait qu'il s'agit seulement d'une politesse du jour envers le lieu qui a su l'écouter. Il arrive, plus rarement, que quelqu'un, en passant devant la vitrine où l'on affiche les titres, croise son propre reflet et y perçoive, sans s'en effrayer, une précision nouvelle dans sa silhouette, comme si la vitre, l'espace d'un instant, l'avait regardé avec un rien d'avance. Ce n'est pas une menace. C'est une façon de rappeler, très doucement, que l'encre sèche mieux quand on laisse le papier tranquille, et que le temps, quoi que l'on fasse, tient ses promesses sans bruit. La vallée, avec le temps, a donné à cet épisode une formulation brève que les nouveaux comprennent vite. On dit que, chez eux, la veille a parfois la courtoisie de prévenir le lendemain. On ajoute que les vivants, lorsqu'ils la prennent à temps, rangent mieux la table, posent le pain du matin pour ceux qui se lèveront après, et ferment la porte sans claquer. Cela suffit pour rendre la journée habitable, et le reste ne leur appartient pas.